La baisse du pouvoir d'achat des retraités continue à alimenter le débat politique. Elie Bardil, François Grosset et Josette Brosse nous donnent leur position. C'est les plus de l'économie. Bonsoir à vous. Alors Josette Brosse, bonsoir. Bonsoir. On va rappeler que vous êtes de l'association Contribuable 974. Elie Bardil, donc, est... Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes retraité? Je suis retraité, oui. Et François Grosset, Bonsoir. Lui, il n'est pas encore retraité. Non, je travaille encore, je suis infirmier libéral. La retraite, c'est encore pendant longtemps. D'accord, mais entre nous, apparemment, vous n'y croyez pas trop. C'est un petit peu flou, hein. C'est un peu, on n'est pas sûr de ce qu'on va avoir. D'accord. Alors, on va commencer par ce qui a marqué le début de l'année. Combien vous avez perdu sur votre retraite, Elie Bardil? Moi, depuis le début de l'année, j'ai payé, en janvier et février, j'étais taxé 600 euros. Sur l'année? Ouais, Pour l'année? oui. D'accord. Et comment ça se répercute dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, c'est pas facile. Moi, j'ai habité 40 ans en France, j'ai travaillé. Je suis venu ici, pour le soleil, comme je suis rayonné, je suis venu ici. Mais depuis que j'arrive ici, je vous garantis, la vie est pas facile. Et puis c'est dur quand même, plus ça va, on a du mal à s'y vivre, on ne vit plus maintenant. On s'y vivre. Qu'est-ce que vous avez à payer de manière systématique chaque mois? Chaque mois, quand j'ai payé le logement, le loyer, et les impôts que j'en ai à payer, il me reste, je vis encore quand même, j'ai un petit retraite, puisque celui qui a une retraite plus de 1000 euros, on est au-dessus du plafond maintenant. D'accord. Avec la loi Macron qu'il a fait, tant mieux, soi-disant qu'ils sont pour les petits, mais les petits, plus en plus qu'ils vont, ils auront du mal à finir la fin de mois, et on aura du mal à vivre. D'accord. Et nous sommes, pardon, excuse-moi. Allez-y. Et nous sommes taxés dans tous les sens. Moi, je suis retraité, je vais bien essayer de parler pour les retraités, c'est lui qui va écouter. Nous, là, on est mis là pour discuter. Après, au courant de le mois prochain, on va peut-être essayer de faire une manifestation. Je vais passer à Radio Freedom pour expliquer notre situation. J'espère qu'il y aura des retraités qui vont bien nous écouter, qui vont bien manifester avec nous. Alors, est-ce que autour de vous, Elie Bardil, est-ce qu'il y a des personnes, des retraités, qui sont vraiment dans une grande souffrance parce que il y a de moins en moins de moyens pour vivre? Il y a beaucoup. Plus ça va, je vous garantis, je fréquente, comme je suis retraité, je fréquente que des retraités. Mais il y a du mal à vivre, la fin de mois, c'est très difficile. D'accord. Et malheureusement, que voulez-vous? C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Hein. D'accord. On s'y a vivre, mais on ne vit plus, non. D'accord. Josette Brosse, si on peut faire je dirais, une généralité. Aujourd'hui, les retraités que vous côtoyez, quelle est leur situation? Alors d'abord, je voudrais revenir sur le président Macron qui nous avait dit à grand renfort en 2016 face à M. Bourdin qu'il ne toucherait pas aux retraites. Voilà, ça c'est fait. C'est une vidéo qui est sur la page bleue. Oui, on peut le voir. Quand même, il faut rappeler que c'est un grand menteur. Ouais. Un grand et encore, le terme est gentil et il n'est pas fleuri comme j'ai l'habitude de dire. C'est vrai qu'il a fait du rétropédalage sur quelques points de son... Oui, et le maire aussi. Monsieur Bruno Le Maire aussi. Donc, ça c'est dit. Moi, je côtoie aussi le retraité, et j'en côtoie beaucoup, du fait de l'association contribuable, parce que les pauvres, quand vous voyez des gens qui ont 300 euros, 500 euros, qui ont des impôts locaux, notamment sur Saint-Louis, qu'ils doivent payer, qu'on leur fait grâce de rien, mais quand je dis de rien, c'est des gens qui sont pas à la rue, pas encore, mais qui sont dans l'angoisse perpétuelle. Comment voulez-vous finir vos jours en toute quiétude, sans avoir peur du lendemain? C'est ce que M. Macron et son gouvernement est en train de faire. Il est en train de miner les retraités moralement, physiquement aussi, parce que des gens vont certainement plus pouvoir s'alimenter correctement, donc physiquement ça va se ressentir. Médicalement, aussi on verra. Donc ils peuvent refaire faire les dents, les yeux, tout ce qu'ils veulent. Quand la tête va pas bien, le reste va suivre. La question là-dessus, je voulais dire à François Grosset, est-ce que aujourd'hui les professions libérales
ont un système qui leur permet de garantir, non seulement de garantir la retraite, parce que c'est une chose, mais de dire que vos cotisations vous serviront un jour. Eh ben, je suis pas convaincu du tout, parce que je vois le cas de ma mère qui est infirmière, qui a travaillé toute sa vie. Elle a fait, étant retraitée de l'hôpital, elle a ouvert son cabinet et elle a travaillé une quinzaine d'années. Donc, les cotisations étaient énormes quand même, hein. Il faut dire que ce sont des mille et des mille pour maintenant percevoir 116 € par mois. Et elle s'en sort pas. Heureusement que moi je suis là pour l'aider. Mais bon, quand ça va être à mon tour, qu'est-ce que ça va être? Parce que les cotisations, elles, en tout cas, ça y va. Alors justement, c'est là la question qu'on se pose. La question s'est posée sur le RSI, c'est de savoir exactement quels sont les critères. Sur un bulletin de salaire, il y a les taux qui s'affichent. On sait qui est pris dans la part salariale, ce qui est pris dans la part patronale, même si c'est important. On sait. Mais pour les professions libérales, surtout pour le RSI, on a l'impression que ceux qui payent ne savent pas comment sont décidés ces montants, comment sont calculés ces montants, et au bout, finalement, vous savez même pas qu'est-ce qui vous restera au niveau de la retraite. Non, je suis pas au fait du tout de ces choses-là, hein. Bon, moi je suis infirmier, je m'arrête à là, je fais confiance aux organismes en fait, mais je vois que il y a quelque chose qui cloche. On paye trop. On s'en sort pas, j'ai des difficultés à chaque fin de mois. Et puis en sachant que quand je serai retraité, ne percevoir qu'une centaine d'euros, là je dis non, on stoppe, il y a quelque chose qui va pas. Alors en parallèle, moi je voudrais dire, j'ai discuté avec une ancienne sénatrice tout à l'heure, et je lui ai demandé combien elle touchait de retraite du Sénat. Alors elle m'a dit, pour avoir effectué 7 ans, elle touche 3 000 €. Ben écoutez, voilà. On reste sans voix. Vous avez des gens qui vont travailler 12, 13 heures par jour, qui vont toucher peanuts. Et là, vous faites un mandat de 7 ans, vous touchez 3 000 €. Mais quelle est la décence des sénateurs, la décence des députés qui veulent nous donner des leçons à tous les coins de rue et laisser un peuple vivre comme ils sont en train de faire avec nous? Parce que même vous, Gismi, c'est pas sûr que vous ayez une retraite. Je vais être honnête, j'y compte pas du tout dessus. Ben voilà. Donc on est complètement... Et tout ça pour faire plaisir à Bruxelles. Parce que c'est Bruxelles qui a dicté la feuille de route en disant il faut que la France donne entre 3 et 4 milliards d'euros à Bruxelles. Donc comment on va faire? Eh ben on taille dans les vieux. Et bientôt les vieilles comme moi, ben, quand le mari décédera, on n'aura plus qu'à se faire enterrer avec le mari. Comme ça on évitera la pension de réversion. Oui. Alors oui, effectivement, ça c'est le sujet d'actualité, c'est la pension de réversion. C'est l'autre, alors juste préciser que la pension de réversion, c'est de quoi va vivre le conjoint qui reste si celui qui perçoit la retraite s'en va. Comment va vivre l'autre? La pension de réversion, ça représente 40% de la totalité des pensions, et sur ces 40%, vous avez 38% de femmes qui la perçoivent. Mais ces femmes, elles ont travaillé durant toute leur vie, elles ont élevé des enfants, elles ont fait des enfants, elles ont élevé des enfants, elles les ont emmenés à l'école, elles en sont occupées. C'est un travail qui n'est pas rémunéré, mais quand même, vous avez des générations comme vous, comme moi, on a été élevés par nos mères qui n'ont pas travaillé, entre guillemets, mais qui ont travaillé à la maison, à notre éducation. C'est ça qu'on leur envoie, ces femmes? La question pour vous, c'est de savoir aujourd'hui, comment, d'une part, vous pouvez faire entendre votre voix? Parce que par rapport à ce que dit Joseph Brosse, par rapport à ce que dit François Grosset, et entendre Élie Bardy dire qu'il faut venir manifester, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que vous êtes prêt à manifester, à revendiquer? Parce que quelque part, si le gouvernement fait ce qu'il fait, c'est qu'en face, il n'y a pas une opposition importante. Non, mais on pourrait faire la grève des impôts. Ne plus dire, voilà, on donne un mot d'ordre, plus personne ne paye ses impôts, ben vous verrez. Non, il y en a qui paieront. Oui, il y en a qui paieront. Et puis malheureusement, quand nous allons essayer de faire des manifestations, qu'il y ait des gens qui sont des retraités comme nous, qui se plaignent, qui viennent, qui participent,
on va dialoguer, on va essayer de dialoguer, s'arranger. Mais qu'est-ce qui explique que les personnes âgées, que les retraités n'ont pas envie de sortir dans la rue, de manifester? Je dirais pas que la chanson de Jacques Brel est là, mais je veux dire qu'on a l'impression qu'ils veulent plus sortir. Oui, mais il y a certains retraités qui peuvent encore manifester, il y en a celles qui ne peuvent pas, c'est normal, puisque plus ça va. Et le retraité, là, il n'aurait plus grand-chose à vivre. Quand il n'aurait plus rien, malheureusement... Oui, mais comment les inciter à venir manifester avec nous? À manifester avec nous, puisqu'on se plaint que le gouvernement actuel, il ne ponctionne l'argent, mais de plus en plus la retraite ne remonte pas, et les fins de mois sont dire, si on ne manifestait pas, comment vous voulez qu'on va s'en sortir? On ne pourrait pas s'en sortir. Alors, justement, à votre niveau, François Grosset, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous pouvez faire en sorte que demain, on entend vos voix, et surtout, est-ce que vous allez, un jour, on va finir par vous expliquer, c'est quoi le système de retraite qu'on vous propose? Ben là, par le biais de l'association CSAPL en l'occurrence, je vois pas trop comment on peut faire. Hein. Avec l'association, on va essayer de faire bouger les choses, mais il faut que les gens aussi viennent avec nous. Autrement, je vois pas. Hein. Sinon, si on bouge pas, si on se mobilise pas, ben c'est foutu. Hein. On va subir et il y aura pas de solution. Mais on va pas il faut subir, vraiment hein. que tout le monde. Il faut il faut que tout le monde bouge. Bah oui. Parce que si chacun reste dans son coin, c'est la partie est perdue. Et quelque part, c'est accepter ce fait-là. Mais il faut que les gens bougent. Les gens sont peut-être un peu dépités ou un peu paresseux, je sais pas. Ou alors ils ont plus confiance, ils ont plus la foi. Mais dur de mobiliser les gens. C'est pas facile. Oui, c'est ça la question, Josette Brosse, c'est comment faire en sorte que ceux qui sont victimes de leur perte de pouvoir d'achat aient envie de se battre. On a l'impression que, même au niveau des travailleurs, on a l'impression qu'il n'y a plus rien à défendre finalement. Non, ils sont dans leur coin, ils bougent pas. Ben non, allez-y, vous, comme ça, si on a un petit quelque chose, nous on aura pas ricoché, etc. Mais ils n'ont pas envie de bouger. Par contre, proposez-leur un bal le dimanche après-midi, ils vont tous y aller. C'est ça qui est pas normal. Ils vont bouger pour aller s'amuser, les retraités, mais pour défendre leur petit pouvoir d'achat, ne serait-ce que gagner 50 € par mois, ils vont pas bouger. C'est pas seulement pour les retraités, c'est vrai pour les chômeurs, c'est vrai pour les travailleurs, c'est pour les chômeurs, c'est encore un autre problème, les chômeurs. Mais les travailleurs vont pas bouger, même s'ils perdent beaucoup sur leur salaire. Les retraités, je sais pas. Nous sommes devenus un peuple de moutons. On peut nous taper dessus jusqu'à plus soif. Il y a aussi, une méconnaissance et puis il y a la peur des pouvoirs publics aussi. Moi, j'ai pas peur du tout. Moi, je peux vous garantir qu'on peut me mettre une charge de CRS devant, ça ne me fera pas reculer. Hein. Non, je parle plus tout ce qui est huissier, comment on va payer, tout ça. Mais de toute façon... Et ils vont venir même le saisir. Et c'est leur métier, que voulez-vous? De toute façon, c'est leur boulot, c'est de ramasser des pognons. Vous savez ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Quand vous savez que vous avez un huissier qui vient à votre porte, il faut appeler beaucoup de monde. On vient, on empêche l'huissier de rentrer. Et puis c'est fini. Il faut arrêter avec cette peur de l'huissier, la peur de l'avocat, la peur de l'élu, la peur du préfet, du sous-préfet. Arrêtons. On dit que le pouvoir est au peuple. On dit que nos représentants, c'est le peuple qui les met. On dit qu'on rend la justice au nom du peuple. Mais il est où le peuple? Mais il n'y a plus de peuple maintenant, puisque le peuple n'a plus le droit de s'exprimer. Malheureusement. On n'a plus le droit de s'exprimer maintenant. C'est sûr. Non, vous avez le droit de vous exprimer. Vous avez le droit de vous exprimer. Mais apparemment, vous avez du mal à vous exprimer. C'est justement, puisque tout le monde ne sont pas réunis non plus. D'abord, quand on va manifester, on devrait demander la personne responsable pour venir négocier avec nous. Comme ça, l'autre fois, on avait fait une petite manifestation, on voulait parler au monsieur le préfet, il ne peut pas venir pour parler. Comment vous voulez qu'on vienne négocier? On ne peut pas négocier. Regardez les syndicats. Les parenthèses, excuse-moi, mais c'est ce qui est en parenthèse. Le concerné n'est pas là. On ne peut pas discuter, dialoguer avec les autres, ça ne peut pas marcher. Celui qui est responsable, qui devrait venir, et tant qu'il ne veut pas, on manifeste jusqu'au bout, et puis on essaye de tenir la main dans la main, être solidaire. Si on ne fait pas ça, on est foutu carrément maintenant, et on ne pourrait rien faire. Est-ce qu'on a vu, par exemple, des élus proches, comme des maires, des conseillers, des adjoints, ou des conseillers régionaux, généraux, venir
à la rencontre des gens qui font vivre la réunion, du CSAPR. On n'en a vu aucun. Ils viennent pas. Mais c'est pas possible que ces gens qui sont élus par nous dédaignent à ce point. Parce qu'un jour, ils vont avoir le boomerang qui va leur revenir en pleine figure. Ça va être plus ou moins long. Mais un jour, forcément, ça va venir. Regardez la révolution de 1789. On n'a pas entendu de faire des études, de travailler, de faire la révolution. Comme dit Macron, en 1789, ils avaient fait ni d'études et ils ne travaillaient pas. Et ils ont fait la révolution. On peut faire pareil. François Rosette, comment les professions libérales peuvent faire aujourd'hui pour s'assurer un minimum à la retraite? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que demain, vous soyez sûr d'avoir, ne serait-ce qu'un minimum vital lorsque vous serez à la retraite? Déjà, il faudrait qu'on soit tous solidaires dans un premier temps. Et puis d'un autre côté aussi, il y a le Bruxelles. Bruxelles, je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas appliquer les lois en vigueur depuis l'entrée de la France dans la communauté européenne. Le système social français aujourd'hui est en cause. Il est évident que le gouvernement veut faire bouger les choses. En tout cas, les gouvernements précédents ont essayé, mais ont reculé souvent devant la rue. Là, la question se pose de nouveau. Mais quand on parle de cette loi de 1992, loi européenne, l'Europe n'est pas non plus claire à ce sujet. Parce que l'Europe n'a pas affirmé, même si la loi est là, l'Europe n'a pas affirmé cette position-là non plus. En tout cas, dans ce que j'ai pu voir, l'Europe est assez ambiguë sur ce point-là pour la France. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que on aurait dû avoir le droit de choisir notre caisse de retraite. Et on n'a pas ce droit-là à ce jour. On est obligé de cotiser à la caisse de retraite qui s'occupe de notre corps de métier. Et c'est ça le problème. Parce que il y a des institutions dans les pays étrangers, européens, qui font des tarifs beaucoup plus intéressants et avec lesquels on est sûr de toucher quelque chose. D'avoir une retraite. Voilà. Et puis, pas 100 euros, pas une centaine d'euros. Il y a peut-être aussi une chose, c'est-à-dire c'est la clarté du système. Et c'est de savoir combien on paye pour savoir combien on va gagner. C'est peut-être ça aussi qui est... Oui, ça c'est vrai que c'est compliqué, mais après bon, c'est vrai que j'ai pas vraiment cherché à comprendre comment ça se passe. Moi je me dis, il y a des gens qui s'occupent de ça, à chacun son domaine. Et mais bon, ce que je vois là en réalité, je reprends l'exemple de ma mère, elle a cotisé des mille et des mille, et pour l'heure elle perçoit que 116 euros par mois. D'accord. Il n'y a pas moyen de demander à son organisme de revoir le... Je pense pas, monsieur. Ça, c'est comme un mur, ça. On va taper dedans et... Mais où va l'argent c'est le pot de terre contre le pot de fer. Où va l'argent de toutes ces cotisations? Puisque vous ne les avez pas reversées, il va où? J'ai ouï dire qu'ils mettent ça sur des comptes offshore. Et je trouve ça super bizarre parce que depuis quelques années, là, le gouvernement il fait la chasse aux gens qui cachent des sous. Oui. Et là, apparemment... Le compte n'est pas caché. C'est ce qu'on appelle faire en sorte de fructifier l'argent. C'est tout. Les paradis fiscaux, il me semble que c'est pas forcément un paradis fiscal. C'est de l'argent qu'on place pour avoir des intérêts, des obligations, des actions. Oui, mais on le reverse pas aux gens qui ont payé. Bien sûr que non. Alors, donc, la question c'est également posée sur le RSI. Oui. Mais c'est de ça dont je cause. Avec sa mère. Moi, j'avais compris. Avec sa mère, avec 100 euros par mois, comment vous voulez qu'il va vivre le pauvre? Il ne peut pas vivre, malheureusement. Alors qu'on dit qu'en France, il y a un minimum qui est de 880 euros. Et ce 880 euros d'aide personnalisée aux personnes âgées, normalement, ceux qui ont moins doivent pouvoir y prétendre. Seulement, maintenant, je ne sais plus si c'est vrai ou pas, on devait savoir si vous aviez des biens pour qu'avant le décès, lors de l'héritage, on récupère la somme. Mais je crois que c'est plus vrai. Donc, toutes ces personnes qui ont 500, n'ont qu'à demander la PAS à ce moment-là. L'aide aux personnes âgées, c'est de 880 euros. Et à ce moment-là, on verra la réaction du Conseil général. En tout cas, le débat reste ouvert. On est arrivé à la fin de cet échange. On reviendra dessus. On reviendra au moment où vous allez vous manifester. On reviendra sur le débat et on verra un petit peu d'autres cas
de personnes, que ce soit les personnes retraitées ou les personnes qui cotisent, voir un petit peu aujourd'hui quelles Mais il faudrait aussi revenir sur les retraites des présidents de la République que nous payons depuis des années, dont à M. Giscard d'Estaing qui a 93 ans, et que nous payons, je ne sais à combien de millions il nous est revenu. Alors quand il va casser sa pipe, est-ce qu'Anémone va percevoir la moitié? Et ça serait intéressant de savoir. Il faut savoir que je crois qu'il est autour de 2 millions par an, tout compris. Alors, et on vient nous chicaner à nous. Tout ça, ça coûte cher à la société quand même. C'est nous qui payons. Les contribuables, on paye. Les anciens présidents, les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers généraux, les maires, etc. Il ne faut pas oublier que les maires de grandes villes ont eu une augmentation de 40% quand votaient les députés LRM. Il faudrait peut-être qu'on se battent contre eux, contre ce qu'ils se prennent sans nos autorisations. On aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, le débat est ouvert. De toute façon, là, ça va être les vacances. Il y a des lois qui passeront sans doute, puisque le gouvernement souvent profite des vacances pour faire passer des lois. On verra à la rentrée un petit peu quelle sera la position des syndicats et aussi des organisations concernant donc la retraite des Français. Nous, on va juste tourner la page avec le COSAIDI. Saint-Denis-la-Ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 6 juillet de 18h à 19h. Sur l'esplanade Antoine Séry de Champfleury, gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Saint-Louis, la ville vous invite à son traditionnel marché de producteurs le 8 juillet de 6h à midi devant la mairie de la Rivière. Saint-Denis, vous êtes invité au marché pays le 14 juillet de 6h30 à 12h30 à l'espace Ré de l'EPA de la Rivière. Venez nombreux découvrir les produits locaux du producteur au consommateur. Étant salé, Indira Concept organise la fête des enfants le 14 juillet de 7h à 19h à Croc Park. Info 0692 14 37 29. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 27 juillet de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Séry de Champfleury, gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Trois-Bassins, vous êtes conviés à la course La Trois-Bassinoise le 29 juillet. Info au 0693 90 89 53 ou au 0692 24 13 10. Saint-Denis, la ville organise une journée de consultation gratuite d'un avocat ou d'un hôtel le 11 août de 9h à midi à la salle polyvalente de l'hôtel de ville, rue Pasteur. Saint-Denis, vous êtes invité au marché pays le 11 août de 6h30 à 12h30 à l'espace Ré de l'EPA de la Rivière. Venez nombreux découvrir les produits locaux du producteur au consommateur. Saint-Louis, la ville vous invite à son traditionnel marché de producteurs le 12 août de 6h à midi devant la mairie de la Rivière. Étant salé, MUTA organise la marche de la mutualité le 19 août de 8h à 16h à la forêt de l'étang salé. Saint-Paul-Lactille-Léla vous invite à la deuxième édition de la boucle Parapente. Venez participer à la randonnée de 10 km ou au trail de 23 km le 26 août. Sainte-Suzanne, l'association Métis-Hermann culturelle organise la fête patrimoine du phare de Bel-Air le 16 septembre de 9h à 17h. Saint-Pierre, ça y est, la grande course attendue, le Grand Raid aura lieu du 19 au 22 octobre. Étant salé cette année encore, la vague rose viendra déferler sur l'île. Le week-end du 3 et 4 novembre, rejoignez le Bournois Odyssée à La Réunion de 8h30 à 11h30. Saint-Paul, la ville vous convie à l'exposition Marronnage, refuser l'esclavage à l'île Bourbon au XVIIIe siècle, jusqu'au 31 décembre. Nous avons, pour cette fin d'émission, nous allons parler donc de parentalité. On avait reçu Floris Payette la dernière fois. On va de nouveau parler avec lui. Cette fois-ci, on aura plus de monde, puisqu'on aura une dame qui fait des concours de beauté. On aura deux de ces, je dirais, stagiaires, pour voir un petit peu c'est quoi la parentalité. On voit ça dans Gadiam Réunionnais. Floris Payette, bonsoir. Association Éducation. Virginia Boyer, bonsoir. Association Elle
B Mode Co. Et nous avons avec nous Julie Boyer, bonsoir. Bonsoir. Et également Rodolphe Ballman, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va redéfinir, Floris Boyer, c'est quoi la parentalité ? Donc, nous, c'est l'association Éducachou sur le Tampon. Nous travaillons tout simplement avec les parents depuis quelques années, depuis 2015. L'idée, c'est de se mettre autour d'une table et de parler. Tout simplement, de discuter, de partager nos expériences sur l'éducation des enfants, l'expérience de la famille à la maison et les difficultés qu'on peut rencontrer, aussi les moments de joie qu'on peut avoir. Partager ça avec plusieurs parents à La Réunion. Surtout pour l'instant, nous sommes principalement dans le sud. Parler parentalité, c'est parler famille, c'est parler enfants, c'est parler éducation, c'est parler école, c'est parler société. Voilà. Qu'est-ce que les parents qui viennent à Éducachou viennent chercher un peu comme information ou à la rigueur comme expérience ? Dans notre association, les parents qui nous rendent visite, ils viennent déposer parfois. C'est-à-dire que ils se rendent compte que la parentalité, être parent aujourd'hui, il y a des difficultés. Ce n'est pas chose facile. Les parents qui viennent, ils viennent écouter d'autres parents. Il y en a qui viennent parler. Ils viennent chercher des orientations, des réponses à des questions parfois. Ils viennent parfois simplement rencontrer d'autres parents pour un moment de convivialité, d'amitié. Il y a beaucoup de motivation en fait. D'accord. Déjà, vous voyez, bonsoir. Là-dessus, quand on est maman, quand on devient parent, quelles sont les premières questions ou le premier questionnement qui vient de suite ? La première question qui vient de suite, je vais me faire passer sur la deuxième maman au niveau des candidates. Hein. Alors, je rappelle donc que vous êtes donc président d'une association qui s'appelle LB Modenco. Donc, vous organisez donc des concours de beauté. J'organise des concours de beauté. Alors, pas en tant que maman, mais en tant que maman des candidates. Oui, bien sûr. Oui. Alors, en tant que maman des candidates, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ? Ce sont des enfants qui sont déjà adolescents. Comment se fait la communication ? Mais la communication, ça se passe très bien parce qu'on fait un casting déjà dès le premier début pour pouvoir avoir juste une présentation entre les filles et moi-même pour savoir... Alors, sur les valeurs, les valeurs humaines, qu'est-ce que montrent ces jeunes gens ? Qu'est-ce qu'ils ont comme trait de caractère ? Disciplinés, rigoureux, studieux ? Oui, ils sont disciplinés, ils savent vraiment ce qu'ils veulent. Et puis, ils savent qu'il y a beaucoup de concours de beauté sur l'île de la Réunion. Et puis, en parlant avec eux, moi-même, je vois aussi s'il faut vraiment... le statut me plaît vraiment. D'accord. Je vais poser la question aux jeunes gens. Quand les parents parlent à la maison, ça fait quoi ? Généralement, on est toujours aussi rebelle, on n'est pas toujours d'accord ? Parfois, oui. On n'adhère pas avec certaines idées, mais après, on se dit qu'ils sont plus vieux que nous. Et du coup, c'est peut-être la voie de la sagesse, entre guillemets. D'accord. Donc, vaut mieux les écouter. D'accord. C'est vrai aussi pour Rodolphe ? Les temps changent, on écoute les plus anciens. Peut-être plus aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe exactement dans les familles, mais pour moi, j'écoute un maximum, oui. D'accord. La relation avec les parents au sein même de la famille, pour vous, c'est ce qu'on appelle des modèles, des référents que vous suivez, ou ça reste aussi, comme dans toutes les générations, ça a été le cas à toutes les époques, à toutes les générations, il y a un conflit à un moment ou à un autre parce qu'on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas les mêmes, les mêmes envies. Oui, comme vous le dites, on n'a pas forcément les mêmes visions. Mais pour moi, les parents, ce sont des personnes avec qui on grandit. Ils sont présents toujours. Ils sont toujours là pour vous. Et du coup, même malgré les conflits, je pense pas que ça puisse casser une relation très forte. D'accord. C'est vrai aussi pour Rodolphe ? Les conflits générationnels sont très présents à La Réunion. Il y a eu beaucoup d'évolutions ces 50 dernières années et du coup, c'est vrai que on se retrouve face à des disparités au sein des familles assez grandes. Et du coup, oui, effectivement, il y a certains problèmes de compréhension. Aujourd'hui, on parle toujours d'une société matriarcale à La Réunion où la mère, la mère a une place prépondérante, la première déjà. C'est vrai,
c'est un élément que vous intégrez, c'est-à-dire que la femme, il y a beaucoup de situations de couple monoparental, la femme est plus présente que le père dans l'éducation de l'enfant. Dans la parentalité, aujourd'hui, est-ce qu'il faut intégrer cet élément-là? Je parle pas de couples homosexuels ou qui aujourd'hui aussi adoptent des enfants. Est-ce que la question, c'est comment aujourd'hui faire en sorte que entre les couples monoparentales, entre j'allais dire, les familles recomposées, le contexte de l'enfant évolue et ça complique aussi, je pense, la tâche. Oui, tout à fait. Il faut savoir que c'est une joie aujourd'hui de rencontrer une présidente d'une association qui s'occupe des jeunes et entendre les jeunes parler. Tout simplement, oui, la société a évolué, mais la famille, le fondement de la famille n'évolue pas. C'est-à-dire que la maman a une place prépondérante, oui. Nous interpellons, nous sensibilisons pour que les parents prennent conscience de leur rôle. Quand je dis parents qui prennent conscience de leur rôle, c'est aussi le père, parce que la maman, oui, elle est très, très disposée toujours à faire les choses, mais le papa, souvent, est un petit peu plus en retrait. Donc nous, ce que nous faisons, ce que nous ambitionnons, c'est justement sensibiliser, écouter, et aussi dire au papa, oui, vous avez la place qui est la vôtre, une place aussi essentielle que la maman dans l'équilibre de l'enfant, dans l'éducation, avec à La Réunion des difficultés sur certaines choses certainement, mais il y a à construire la famille, il y a à construire la société, il y a à construire beaucoup de choses et ensemble on peut le faire, mais c'est l'affaire de tout le monde en fait. Déjà, quand vous étiez Vermeil, qui prenait les décisions? Papa, maman? Papa. Papa? C'était papa. Chez nous, c'était le père plutôt. D'accord. Ma mère, elle était une femme plutôt effacée, douce. Voilà, elle était toujours soumise à mon père, oui. D'accord. Ce qui explique... Et moi, aujourd'hui, c'est moi qui ai autorité entre le couple. Voilà, c'est moi qui... J'ai peut-être le caractère de mon père, je ne peux pas dire non. Mais dans tout ce que je fais, j'ai un caractère. Et puis chez nous, c'est beaucoup de dialogue entre moi et mon mari. La décision de prendre, surtout dans le monde de la mode, c'est depuis 2002, je suis là-dedans. C'est une question... On avait beaucoup on a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté, on a beaucoup dialogué pour pouvoir faire un point là-dessus. Parce qu'entre mari et femme, c'est difficile parce que on peut pas sortir comme ça et rentrer sans lui dire ou quoi que ce soit. Alors, c'est un partage parce qu'aujourd'hui, il y a mon fils Ludovic Boyer. Il est aussi présent. Il a fait la même chose que moi. Il est dans ce monde de la mode. On a bien parlé, on a bien discuté, on a mis les choses au point. Jusqu'à aujourd'hui, ça va. Il n'y a aucun problème. D'accord. À la maison, les responsabilités sont partagées entre papa et maman pour vous deux ou pas? Oui, exactement. Que ce soit quand on veut faire quelque chose dans la maison, une sortie, ou même quand moi je demande à sortir, toujours maman, papa, si les deux sont d'accord, c'est OK. D'accord. Voilà. Rodolphe? Qui crie plus fort à la maison, papa ou maman? C'est papa. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ma question à vous deux, quels parents vous voudrez devenir plus tard pour vos enfants? Est-ce que vous avez déjà commencé à penser, plus tard, j'aimerais bien être comme ça, plutôt comme ça? Vous avez déjà posé la question, Rodolphe et Julie? Quels parents je serai un jour? Non, pas vraiment, mais plutôt un parent modèle. C'est-à-dire? Lui laisser faire ce qu'il veut, qu'il puisse sortir? Non, quand même pas. Pas lui restreindre. Pas tout lui restreindre, mais lui faire comprendre que si je veux pas qu'il fasse ça, c'est qu'il y a des raisons et qu'il adapte sa façon de penser à la mienne. Enfin, vice-versa, que j'adapte ma façon de penser à la sienne aussi. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Julie comprend pourquoi les parents, quand ils prennent une décision, c'est qu'il y a des raisons. D'accord. Mais c'est pas facile à accepter. Oui, c'est pas facile à accepter parfois, mais oui. Rodolphe, alors, il sera un papa qui ressemblera plus à son papa ou à sa maman? En ce qui me concerne, la parentalité, c'est quand on y est confronté qu'on apprend qu'on l'apprend vraiment, je pense. Et c'est pas forcément le fait d'avoir des enfants qui nous apprend la parentalité. C'est quoi? On peut avoir des parents-enfants ou des gens à protéger, ce genre de choses qui peuvent
nous apprendre à déjà un peu à... C'est la responsabilité. Voilà, c'est ça. La responsabilité. C'est un peu ça être parent, je pense. Et aujourd'hui, je vous pose la question à tous les quatre. Aujourd'hui, au niveau de la communication, qu'est-ce qui fait que, malgré l'évolution, on n'a pas arrêté de dire qu'on est l'homo sapiens sapiens. Malgré l'évolution, on a quand même du mal à échanger, on a du mal à communiquer. Comment vous expliquez que nous, qui soi-disant si intelligents, si instruits, si évolués, même entre nous, on a du mal à échanger? C'est vrai que quand on nous pose la question, on a plus ou moins une réponse selon nos idées. La communication reste, à mon sens, un élément important. Mais dans la réalité, elle n'est pas si accessible que ça. Ce n'est pas si simple de communiquer parce qu'on on est différents, on a des pensées différentes, on a une manière de voir différente, on a un environnement qui nous fait penser d'une manière ou d'une autre, des fréquentations. Donc oui, communiquer, c'est le maître mot des choses, mais ça reste quand même assez difficile dans l'ensemble malgré tout. D'accord, c'est vrai, Virginia, pareil. À la maison, c'est facile d'échanger, de communiquer avec son fils, avec son mari. Oui, moi chez nous, oui, je communique avec mon fils, surtout lui, mon fils, je veux dire que il m'apprend beaucoup de choses aussi, hein, parce qu'avec l'année que je suis née par rapport à lui, il est bien évolué dans ses affaires. Et puis, il m'apprend beaucoup de choses. J'apprends aussi à écouter, essaye de comprendre. Et lui aussi, de son côté, il apprend aussi de m'écouter, de ce que j'ai fait dans ma vie, tout ça. Voilà, c'est une communication entre enfant et fils. Et mon mari et moi, il y en a toujours la discussion au niveau, quand j'en prends le petit déjeuner le matin, il y en a toujours ce petit discussion, puisqu'on parle, parce que moi, je suis une mère aussi, très protectrice aussi. Ça, c'est le cas de beaucoup de femmes, d'être mère. Oui, voilà, même pour son mari, pour son enfant, et puis pour le monde qui est autour de moi, pour le cercle des personnes que je machin, et puis mes filles, mes garçons, si jamais qu'il y a un problème. Justement, dans la relation entre le fils, oui, Ludovic, et ces jeunes qui traversent pendant une période la vie de Virginia Boyer, comment on gère cette partie-là, puisque ces jeunes traversent, c'est un instant de relation, après on repasse à autre chose. Comment gérer ces moments-là, sachant que ce que vous essayez de leur apporter, c'est d'apporter quelque chose, de leur montrer, de les émanciper un peu aussi, et en même temps sachant que demain ils vont partir et que il faudra passer à autre chose. Ah oui, c'est préparé quand ils sont... vous parlez de candidats. Je parle pas de préparer candidat, mais dans l'émotion, parce que quelque part on s'attache. Oui, quelque part on s'attache. Moi, de mon côté même, qu'il y a des filles qui sont, même en 2015, en 2016, ils sont toujours là. Ils sont toujours présents avec moi. Ils ne lâchent pas parce que je les donnais une image. Et cette image, ils gardent cette image-là. Eux, ils savent vraiment Virginia Boyer, c'est qui. Il y a toujours la relation. Mais après, moi, de mon côté, il faut aussi qu'ils grandissent, ils font leur chemin, un bout de chemin. Parce qu'il faut après reprendre d'autres personnes pour pouvoir redonner l'exemple. Comment être, j'allais dire, rigoureuse et en même temps leur donner un peu d'affection, parce que ça, c'est l'équation à double inconnu que chaque parent doit résoudre à chaque fois. Je fais en sorte que ça se passe bien, qu'il y a un problème, j'essaye de résoudre, je fais en sorte que... Mais comment leur dire que ça, c'est une bonne décision, en même temps, sachant que ça ne va pas leur plaire, mais en même temps leur montrer que ça vient d'une affection et non pas d'une décision de nuire. Mais tout dépendra de la question. J'essaye de faire comprendre déjà. J'essaye de faire comprendre. Et après, ensuite, la personne, j'essaye aussi d'écouter aussi pour voir ce qu'il me dit, pour pouvoir trouver vraiment un bon terrain. Si lui, il est d'accord, moi, je suis d'accord, voilà. Ça se passe toujours comme ça. Et voilà, parce que moi, je suis en dialogue presque toute la journée sur le téléphone. On parle avec des filles et des garçons. S'ils ont un problème, je suis là pour voir ce que je peux faire pour eux. Voilà. D'accord. Julie et Rodolphe, même quand les décisions ne vous plaisent pas, que ça vient des parents, comment vous acceptez? Sachant que ça vous plaît pas, bien sûr. Sûrement. On mange sa rage? Oui, voilà. On prend sur soi. Enfin, pour moi, je prends sur moi. Et je me dis que si elle a dit ça, c'est qu'elle sait ce qu'elle fait. Je réfléchis à ce qu'elle a déjà dit avant.
D'accord. et qui était vrai. Rodolphe? Il y a deux solutions, hein. Soit la rébellion, soit comme vous dites, on avale, On mange sa rage? on mange sa rage, ouais. D'accord. Et comment faire pour que ce qu'on vous dit, même si ça vous plaît pas, comment on doit vous le dire pour que vous puissiez l'accepter sans trop de colère, de révolte? Comment faire passer un message aux jeunes, sachant que c'est bien pour vous, mais que ça vous plaît pas sur l'instant? Il faut aller droit au but, je pense, expliquer. Et au moins, ils comprendront pourquoi. Ne pas laisser un oui ou un non dans le vide. D'accord. Floris Payette, quand les parents viennent à l'association Educachou, ils viennent pour apporter quelque chose et aussi pour prendre quelque chose. Comment faire pour leur dire, voilà la posture qui serait idéale, sans pour autant leur donner l'impression que vous leur faites la leçon et vous leur montrez ce qu'ils doivent faire en tant que parents? Oui, tout à fait. On s'est mis comme ligne de conduite quand on reçoit les parents, on leur dit que Educachou, c'est votre association. Ce n'est pas nous qui allons vous apprendre quoi que ce soit. On est dans un lieu d'échange, dans un lieu d'interrogation. On va se poser des questions pour voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Parce que quand les parents viennent chez nous, la plupart du temps, c'est qu'il y a des conflits. Mais même quand il y a des conflits, les parents ont du mal à en parler au départ. C'est au fur et à mesure des discussions, au fur et à mesure des rendez-vous, qu'on se rend compte que il y a des problèmes qui sont un peu plus profonds qu'on peut le voir en premier abord. Mais voilà, c'est un moment où les parents viennent, ils échangent, ils parlent, ils écoutent. Il y a un climat de confiance qui commence à se mettre en place. Et quand la confiance se met en place, là, on peut vraiment parler cœur à cœur. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'effectivement, il y a quand même quelques difficultés, que ce soit dans la famille ou même dans les quartiers, souvent. On va pas aborder j'allais dire, l'aspect psychologique du comportement du parent, parce que entre la reproduction des schémas qu'ont connus les parents dans leur enfance, leur adolescence, et d'autres formes de traumatisme qui peuvent venir, je pense que le problème est bien plus profond que ça. On est arrivé de nous au bout de cet échange. Merci Floris Payette, donc je rappelle, donc vous êtes de l'association Educachou. Merci à Virginia Boyer qui elle est de LB Mode & Co. Merci également à Julie Boyer et merci à Rodolphe Balben. On vous remercie également de nous avoir suivis. Merci à la régie. Merci François, merci Lalaine pour votre collaboration technique toujours efficace. Moi, je vous souhaite de bien continuer votre soirée sur Télé Créole. Bonsoir chez vous.